On va maintenant assister à une table ronde, les enjeux des négociations internationales, entre Madame Jung Yang, qui est intervenue tout à l'heure, Nadia Maizi et Eddy Assoumou, qui est chercheur au Centre de mathématiques appliquées et qui travaille dans ses recherches sur la transition. Voilà. Et donc, à l'issue de cette table ronde, on pourra aussi prendre les questions du public. Donc, n'hésitez pas à en envoyer sur WooClap pour qu'on puisse les poser aux intervenants de la table ronde. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Aïda, Eddy, d'avoir accepté, il y a très peu de temps finalement, de participer à cette discussion sur la question des négociations. Ce que je voudrais savoir tout d'abord, Aïda, c'est comment le GIEC s'intègre dans ces fameuses COP et ce que toi, tu as pu en expérimenter. Merci Nadia. En fait, je pense que c'est important de rappeler que le GIEC a été créé en 1988 et son premier rapport publié en 1990. Et c'est ce rapport en fait qui a motivé la création de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 1992, donc qui a invité les nations à prévenir en fait toute intervention anthropique dangereuse sur le système climatique, entre guillemets, avec les fameuses COP qui ont lieu tous les ans. Donc le GIEC a fourni les bases scientifiques pour la création de la Convention cadre et qu'ensuite ces rapports ont quand même influé sur les décisions majeures, les accords majeurs pour réduire les gaz à effet de serre. Donc d'abord le protocole de Kyoto, avec le deuxième rapport. Ensuite, l'accord de Paris avec les rapports du 4e et 5e cycle. Et ensuite, lors du 5e cycle, il y a eu quand même une structure de dialogue formel entre les experts et les décideurs. Donc, il y a lieu. Et en fait, on voit que de plus en plus, moi j'ai vu au fil de mes participations à la COP, que de plus en plus, le GIEC a un rôle prééminent dans les discussions et que le GIEC également est invité à fournir des informations pour en fait les négociations à venir, notant que le GIEC, son rôle c'est de fournir des informations pertinentes au gouvernement, également à la Convention cadre pour les COP, mais ces informations ne sont pas prescriptives. Le GIEC ne fournit pas de recommandations. Et de plus en plus, il y a des invitations à l'issue des COP pour que le GIEC fournisse des informations pour les prochaines COP ou par exemple pour le deuxième bilan mondial qui va se tenir en 2028. Si j'ai bien répondu à ta question. Oui. Je vais compléter en te demandant si cette tendance d'intérêt pour les informations fournies par le GIEC s'accentue, est-ce que tu as pu expérimenter que dans le travail des chercheurs du GIEC, il y avait quelque chose qui se modifiait et peut-être un petit peu plus d'intention bien sûr, on ne doit pas être prescriptif, mais on sait bien qu'il y a certains résultats qui vont avoir de l'importance par rapport aux décisions prises. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir ou expérimenter ou dont tu peux nous parler ou peut-être tu ne peux pas nous en parler? Je ne sais pas. Bon, il faut noter que normalement les experts... Enfin, tu as été expert aussi. Du moment qu'ils s'engagent pour contribuer au rapport du GIEC, ils doivent le faire de manière neutre et transparente. Mais il y a des biais. Il y a des biais des scientifiques, de tout le monde, en fait, a des biais. Il faut être au courant de ces biais et redresser. Mais moi, ce que j'ai noté plus récemment, c'est lors des réunions de panel. J'ai vu qu'en fait... les invitations de la Convention pour fournir des informations, des invitations au GIEC pour fournir des informations avant le deuxième bilan mondial, c'est invité dans la réunion, dans les réunions du panel. Quand on parle du panel, c'est l'Assemblée avec les pays.
Donc, on a vu qu'il y avait des intérêts divergents des pays pour que ces rapports peut-être ne sortent pas au moment opportun, parce que peut-être que c'est gênant pour eux, parce que peut-être que c'est gênant que surtout le rapport 3, hein, qui porte sur l'atténuation, sorte avant le deuxième bilan mondial. Donc, j'ai noté ça. Maintenant, quel est le rôle des vice-présidents ou des coprésidents par rapport à cela? Parce que normalement, ils ne représentent plus leur pays, mais peut-être que c'est un peu ambigu. Bon, est-ce qu'ils se tiennent de manière équidistante? Est-ce qu'ils se tiennent loin de des préoccupations de leur pays? Là également, c'est des questions qui dépendent peut-être des vice-présidents et des présidents, mais normalement, on doit être indépendant des volontés de son pays. En tout cas, on peut dire que c'est quand même pris en compte puisque il y a un savant équilibre qui se fait dans la répartition des rôles des présidents, des coprésidents, des vice-présidents entre les différentes régions de la planète. Donc, on va continuer avec Eddy. Peut-être Eddy, tu vas nous proposer de faire une perspective un peu globale de ce que toi tu as vu des COP, as lu sur les COP. Donc je te laisse la parole. Okay. Donc, merci et d'abord merci aux intervenants de cette matinée parce qu'ils m'ont grandement simplifié ce travail de résumé. Alors moi mon point de vue sur la COP et surtout je dirais la position, la perception d'une position africaine à travers ces COP, il a été d'abord un peu comme observateur dans le cadre des différentes COP, et où on voit avec le temps passer d'une politique MRV qui était une simple vérification des mesures plutôt intuitives ou de bas niveau à vraiment une prise en compte plus profonde des enjeux techniques, des enjeux d'industrialisation et des enjeux un peu stratégiques. Donc, pour faire ça, voilà, j'ai récupéré différentes sources parce que c'est des choses qui sont finalement assez connues. Voilà. Donc, la position de l'Afrique, elle est claire et elle a été déjà exprimée, par exemple, pour la COP 28, à travers ces 6 points. Est-ce que les efforts des pays développés sont crédibles? Donc là, on va essayer de faire cet exercice de décentrement qui nous a été proposé tout à l'heure. Si vous étiez représentant d'un pays africain, donc vous choisissez lequel, est-ce que vous pensez que les efforts des pays développés sont crédibles? Alors, l'importance de l'adaptation, des pertes, dommages, et tous ces points-là ont été mentionnés aujourd'hui. Le graphique qu'on voit là montre aussi l'évolution de la participation. Donc, on a parlé d'une COP historique avec 85 000 participants. Et dans ces 85 000 participants, on peut voir par exemple que dans l'histoire, le Nigeria avait à peu près 60, en moyenne, 60 représentants. Donc 60 représentants pour un pays qui aura 400 millions d'habitants. Voilà. La question que ça pose, c'est quelle est la représentation du politique? Est-ce que le politique est la clé de l'implémentation? Est-ce que vous faites confiance à vos politiques pour être des agents de l'implémentation? Et donc on a vu dans les dernières COP pas mal d'acteurs privés qui ont été plus ou moins critiqués, mais voilà, moi je vois plutôt d'un bon œil le fait que la population de ces COP-là varie, qu'elle augmente, et que surtout, par exemple, à la dernière COP, qu'il y ait plus que 1000 personnes du Nigeria et d'autres pays africains qui ont été beaucoup plus présents. Comme c'est une négociation, une question c'est, qu'est-ce qu'on négocie? Est-ce que, si on prend le graphique donc, qui est sur votre gauche, on est en 2022 et on vous propose 3 trajectoires. Est-ce que vous y croyez? Donc au départ, j'avais prévu un questionnaire en ligne, mais globalement, c'est ça, la crédibilité, l'objectif. Est-ce qu'en tant que pays africain, vous vous dites, oui, c'est vrai, la trajectoire qui a mené à cette croissance, on est à un moment où tout le monde est d'accord, et surtout si on regarde le graphique qui est juste en face, qui montre les émissions de chacun des blocs de pays. Et donc si vous cherchez l'Afrique, vous allez voir que c'est voilà, c'est plus le trait d'artiste qui est quelque part, voilà, quelque part là, qui est difficile à trouver. Et donc, qu'est-ce que vous négociez? Est-ce que vous négociez votre propre contribution? Donc, on a vu tout à l'heure tous les besoins de financement qu'il faudrait pour l'Afrique. Mais finalement,
cette portion, si les autres pourraient faire cet effort, on pourrait doubler la part d'émissions de l'Afrique sans changer dramatiquement le profil. Et donc, lorsqu'on passe des semaines et plusieurs années, plusieurs décennies à négocier, qu'est-ce que l'Afrique négocie? Est-ce qu'elle négocie le droit d'avoir moins de pollution ou est-ce qu'elle émise des autres pays? Donc, c'est plus cette question de la crédibilité des États qui, dans les travées, dans les échanges avec différents participants, pour moi, a été un point important. Alors, le deuxième point, c'est quoi le narratif? Parce que donc le graphe qui est là, on l'a vu, on peut dire aujourd'hui, les pays développés n'y arriveront pas seuls, il faut une participation des pays en développement, et la Chine et les pays, voilà, toute l'Asie globalement est aujourd'hui parmi les régions où on émet le plus. En face de ça, il y a un autre narratif qui dit, si on regarde les émissions cumulées, on voit que on reste toujours sur l'ancienne histoire où, ici, on a globalement 8 milliards de personnes. Vous cherchez encore l'Afrique qui est quelque part là. Et donc l'Afrique, c'est 1,5 milliard de personnes. Donc proportionnellement, sur ces 8 milliards, Europe, États-Unis, on est à peu près à 1 milliard. Et Asie, on est à peu près à 4,8 milliards de personnes. Donc lorsqu'on prend ces courbes, on se dit, est-ce qu'on négocie un objectif qui est crédible et quel est le narratif sur la responsabilité? Et c'est pour ça qu'on a ce retour qui est très clair des pays africains, qui est de dire, l'Afrique n'est pas aujourd'hui le plus grand émetteur, ne l'a pas été par le passé, ni historique, ni actuel, et c'est à prendre en compte dans les discussions. Ce qui veut dire que le focus de l'effort doit être plutôt sur l'adaptation, parce que l'Afrique est le continent, comme ça a été très brillamment illustré, qui subit les plus grands effets, et aussi sur les phénomènes extrêmes. Donc voilà, on est un peu dans cette opposition de narratif. Toutes ces courbes sont vraies, mais ce qu'on fait de ces courbes et l'intentionnalité qu'on met derrière, elle peut freiner la négociation. Voilà. Alors, vers qui se tourner finalement? Parce qu'on peut débattre pendant très longtemps de savoir qui a raison, qui a mieux décrit le problème. Alors, il faut bien décrire un problème avant de pouvoir le résoudre. Donc, c'est ce qu'on ferait d'un point de vue mathématique. Mais aujourd'hui, là, vous avez deux courbes. La courbe du solaire et de l'éolien. La question pratique, c'est vers qui on se tourne pour faire ce développement. Et aujourd'hui, encore, si vous cherchez, voilà, la part de l'Afrique est dans l'épaisseur du trait en haut. Mais si vous voulez, si vous étiez un représentant d'un pays, vers qui vous allez vous tourner pour développer massivement du solaire. Et on voit cet équilibre de puissance qui est évident. Les seuls qui ont réussi à produire massivement du solaire de façon disruptive, pour l'instant, ça a été la Chine et dans une moindre mesure aussi les États-Unis parce qu'ils avaient pris du retard. Et en moins de 10 ans. Et donc, normalement, dans cet équilibre, on voit se jouer là un jeu d'alliance où on va avoir une négociation qui n'est pas tant pour réduire les émissions, mais pour construire de nouvelles installations renouvelables. Et le projet et l'accord qui a été établi pointe là-dessus justement. Il faut augmenter la quantité de renouvelables installées. L'Europe a un enjeu de ressources par rapport à cette quantité de renouvelables. Et l'Afrique aussi a un enjeu de développement industriel. Est-ce que on parle d'une industrialisation avec un vrai transfert de compétences et qui est prêt à le faire? Et quels sont les partenaires? Et aujourd'hui, il y a plus voilà, mon impression a été qu'il y a plus une liberté de ton, où les pays africains sont, comme l'Afrique du Sud ou d'autres, n'ont aucune difficulté à se tourner plus vers la Chine ou l'Inde, qui développent des technologies et qui proposent des solutions et qui, soit dit en passant, aussi sont les principaux producteurs aussi pour l'Europe. Donc on en a parlé ce matin et il y a eu beaucoup de politiques protectionnistes en Europe, aux États-Unis, pour relocaliser la production renouvelable parce que c'est un enjeu stratégique. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas en Afrique et c'est l'un des enjeux et l'un des enjeux de ces négociations. Donc voilà, enfin pour la question des financements, je ne redirai pas grand-chose, juste un ordre de grandeur. Parce que ça a été l'un des succès. J'ai demandé, comme ça aussi, lors des pauses, à quelques-uns d'entre vous,
quel a été le grand succès de la COP, et ça a été l'opérationnalisation de ce fonds, donc qui est 700 millions. Et donc je mets juste en rapport le parc éolien offshore de Saint-Nazaire en France, qui est 2 milliards d'euros. Donc 700 millions, c'est moins que l'épaisseur du trait. Donc c'est un grand succès, mais il reste encore du chemin à faire. Et je dirais que tous les pays, pour être provocateur, tous les pays développés devraient donner au moins un parc éolien de la taille de Saint-Nazaire pour commencer à être crédible dans la négociation. Voilà, donc merci. Alors, je vais rebondir sur ce que Fadel nous a dit ce matin. On ne peut pas décarboner sans avoir décolonisé. Donc, quelque part, comment qu'est-ce que ça évoque chez toi, la position de l'Afrique qui va dans les COP? Et déjà, est-ce que c'est une position d'alignement, puisqu'on parle de l'Afrique comme si c'était déjà gagné d'avoir tout le monde aligné dans la même direction. Donc, est-ce que ça rentre dans les débats, à ton avis? Est-ce que ça fait partie de ce contexte que tu viens de nous brosser dans les difficultés posées? Oui, je pense qu'il y a des questions antérieures à la question des COP. Et donc la question de la décolonisation et du développement est une question qui est bien plus ancienne que celle du climat. Donc il y a une convergence qui fait que, à travers la question climatique, on est obligé maintenant de prendre des actions, et on va dire que le monde est obligé de se tourner vers le continent qui a le plus d'impact. Est-ce qu'il y a une prise en compte dans les COP? Objectivement, je dirais non, de cette question de rapport de pouvoir, parce qu'on est dans une société qui pense encore technique. Comment est-ce qu'on va investir? Comment est-ce qu'on va orienter des flux financiers? Comment est-ce qu'on va arriver à développer 3 gigawatts, 4 gigawatts de solaire? Et la meilleure façon de le faire, tel que c'est pensé aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur les ressources et les pays qui ont l'industrie pour ça. Si on se dit, comment est-ce qu'on va faire pour que l'Afrique construise localement au moins 10% du parc électrique futur? Donc on parle seulement de 10%. C'est pas, justement, on parlait de l'ouverture. On arrive sur plusieurs gigawatts, et donc derrière, c'est quoi la formation, quels sont les plans, et donc on est sur une trajectoire de développement. Donc je pense que c'est implicite dans la tête des négociateurs africains, mais c'est clair que ce n'est pas encore explicite dans le contenu des négociations. Je ne sais pas si l'un ou l'autre a une donnée sur le nombre de négociateurs africains. C'était dans tes tableaux, non? Oui. Par rapport aux négociateurs des autres pays. Et je me demandais si ça ne constituait pas justement un problème structurel dans le nombre de discussions, le nombre d'endroits où il faut être en même temps, le nombre... Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous voulez réagir? Moi, sur quoi je veux réagir, c'est le fait que, en fait, les pays africains doivent faire un effort pour aller dans les négociations en se basant sur des connaissances scientifiques. Il y a très peu de pays qui font référence à leurs scientifiques, que ce soit du GIEC ou bien leurs scientifiques qui travaillent sur le climat ou les impacts du climat, pour partir aux négociations outillés des dernières conclusions scientifiques. Ça, c'est réel. Mais on a vu quand même ces dernières années une amélioration, ce qui est un bon signe. Également, l'autre question aussi qu'on peut se poser par rapport au GIEC, c'est depuis que le GIEC existe, il y a eu des rapports qui sont là, c'est clair, mais pourquoi les pays ne bougent pas autant lors des négociations? Ça aussi, c'est une question qui nous revient souvent. Est-ce que finalement, ce qu'on fait est utile par rapport aux négociations? Donc, moi, je me dis que, bon, c'est vrai qu'il y a une inertie de la part des politiques, mais si on imagine peut-être un monde où il n'y avait pas de GIEC, où il n'y avait pas de COP, qu'est-ce que ce serait? Peut-être qu'on est dans la bonne direction, mais ça avance lentement. Mais il faut qu'on continue dans ce sens et que j'invite les pays africains à travailler plus avec les scientifiques de leur pays pour avoir des connaissances avant de partir aux négociations. Alors, du coup, je vais te relancer sur une question qui nous est arrivée par rapport à la position des scientifiques
et sur le fait que un scientifique neutre, c'est déjà un choix politique. Et est-ce que c'est une position qui permet de traiter des questions de justice climatique et peut-être d'être mieux entendu par les gouvernements africains? Donc, je ne sais pas ce qu'on appelle neutre, mais c'est sûr qu'on doit être neutre par rapport à ce que dit la science, par rapport aux conclusions. Maintenant, on est scientifique, mais on a également, en fait, on appartient à des communautés, on appartient à des pays. On est plus sensible sur des questions, par exemple, d'éthique ou pas. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est qu'en tant que scientifique, il faut être neutre par rapport aux résultats de la science. Il ne faudrait pas essayer de les traverser. Et également, je sais que par rapport à l'exploitation du pétrole, on a souvent des problèmes, nous, en tant que scientifiques du GIEC, quand on arrive dans nos pays et qu'on indique que pour limiter l'augmentation de la température, il faudrait peut-être limiter les émissions et limiter l'exploitation des énergies fossiles. Et que même si, tu l'as rappelé et dit tout à l'heure, que l'Afrique doit mettre le focus sur l'adaptation, mais on sait que si on continue à utiliser les énergies fossiles, si les émissions augmentent, ce sera plus difficile de nous adapter. Donc il y a une limite à l'adaptation. Et ce discours-là, parfois, est mal perçu par nos collègues politiques. Donc c'est assez difficile. Alors, je vais poser la dernière question à Eddy. En fait, on nous demande si l'Afrique ne serait pas devenue un terrain de jeu sur les solutions basées sur la nature et qui sert en fait les stratégies des pays du Nord dans leur SNBC. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu reflètes dans tes analyses sur le fait de croire ou ne pas croire dans ces fameuses trajectoires? Alors, c'est une question légèrement provocatrice, mais qui est bienvenue. Alors, moi, ce que je disais, j'en discutais avec des négociateurs du Cameroun qui m'expliquaient qu'à Copenhague, ils étaient très fatigués parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux et ils devaient passer dans toutes les... Ils avaient l'impression d'être trimballés d'un sujet à l'autre et sans voir vraiment le grand cadre. Et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Alors, donc, ce qu'au cours de cette discussion, on arrive à se dire, c'est que pour l'instant, la COP, c'est d'abord un forum de thérapie de groupe des pays développés. Donc, c'est pas tant que l'Afrique est un terrain de jeu, c'est que pour une partie, c'est de se dire, voyez tout ce qu'on a émis, voyez, ce n'est pas bien, voyez, et on en parle. Donc, l'Afrique a cette patience, on va laisser parler le patient. Et donc, une fois que l'on a dit, voilà, vous avez vu, voilà, c'est vraiment pas bien, on va vraiment... Et il y a quand même cette bonne volonté qui est à garder. En fait, je le dis pour dire qu'il n'y a pas de naïveté, il n'y a pas de naïveté d'un côté ou de l'autre. L'Afrique n'est pas, enfin, à mon sens, hein, un terrain de jeu qui ne percevrait pas des subtilités politiques que les autres auraient perçues, mais ça a été de tout temps un partenaire de développement mondial, ça a été de tout temps un lieu de départ de migration, et aujourd'hui ça reste aussi un foyer d'optimisme incroyable pour le monde. Et donc lorsqu'on arrive sur cette question du changement climatique, voilà, dans toutes les expériences qu'on a vues pour l'adaptation au Mali, pour moi c'est plein d'optimisme. C'est beaucoup plus, j'y vois beaucoup plus d'optimisme que par exemple la fin du véhicule thermique en Europe. Et donc, l'Afrique a quelque chose à apporter et je pense que c'est pas plus un terrain de jeu que les autres pays. En fait, on est ensemble, voilà, nous sommes ensemble dans cette barque. Merci et on va conclure sur tes paroles et je vous remercie tous les deux pour votre contribution à cette table ronde. Merci. Merci beaucoup.